Ce fut d'abord un déluge de feu. Un canon tous les 10 mètres. L'armée rouge jette toutes ses forces dans la bataille de Berlin pour écrire le dernier chapitre de la Seconde Guerre mondiale. Le 16 avril 1945, 2,5 millions de soldats déferlent sur la capitale du Reich, qui doit tomber dans les 15 jours. Adolf Hitler va fêter ses 56 ans. Il sort une dernière fois de son bunker pour saluer ce qui reste de son armée, des enfants prêts à se sacrifier. Hans Müncheberg était l'un d'entre eux. Il avait 15 ans. À peine formé pour le combat, il est plongé dans l'horreur de cette guerre quand il découvre, près de la ligne de front, les corps de 2 soldats allemands. Non seulement ils étaient morts, mais ils avaient été massacrés. Leurs oreilles coupées, leur ventre ouvert, leurs yeux crevés. À ce moment-là, je me suis dit que je ne serais jamais fait prisonnier. Et les combats sont furieux. Les soviétiques avancent rue par rue. La fin du nazisme est proche, et c'est tellement inconcevable pour certains Berlinois qu'ils préfèrent se suicider avec leur famille. Les 2 millions de civils pris au piège tentent de survivre, trouver à manger, échapper aux tirs, ne pas mourir sous les décombres. Une place dans un abri est un bien très recherché. C'était là, en dessous. Il y avait une grande cave, mais les fenêtres étaient toutes condamnées. Dorit Ebert avait 16 ans. Elle a passé des jours dans le sous-sol de ce bureau de poste, sans savoir si elle allait en sortir vivante. Les bombardements, ce danger de mort permanent, vous mettent dans un état d'esprit où on pense seulement à survivre. C'était une peur permanente, et quand les bombes tombaient, je regardais juste le plafond en me demandant « Va-t-il tenir ?» Jour et nuit, sans un instant de répit, les combats se poursuivent. Le 30 avril, alors que l'armée rouge est aux portes de son bunker, Hitler se suicide. Vladimir Gilkin, jeune soldat soviétique, va être l'un des premiers à attaquer la chancellerie. Quand nous avons pris la chancellerie d'assaut, nous ne savions pas qu'Hitler se cachait là. Sur ma carte, il était juste écrit « Frapper le palais du chancelier ». Ce que j'ai vu dans le bureau d'Hitler. Il y avait partout par terre des diplômes, des médailles, des livres. Et puis sa fameuse map monde. Voilà tout ce que j'ai vu. Dans la nuit du 1er mai, des soldats soviétiques pénètrent enfin dans le Reichstag. Et pour saisir cette image qui symbolisera l'écrasement de l'Allemagne nazie. L'armée rouge triomphe, mais elle triomphe sur un champ de ruines. Le centre-ville est entièrement détruit. La bataille de Berlin fut la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale. C'était le dernier chapitre de la guerre en Europe après 4 ans de combats qui ont emporté presque 27 millions de vies soviétiques. L'armée rouge est entrée dans Berlin. On est au palais de Reichstag, le bâtiment devenu symbole du Troisième Reich et une cible de choix au crépuscule du régime nazi. Le 25 avril, l'armée rouge a encerclé la ville et a commencé sa progression vers le centre. Refusant de regarder la défaite en face, les responsables nazis désespérés ont forcé la population civile, y compris les enfants et les personnes âgées, à se battre. Ceux qui refusaient étaient exécutés. Or, rien de cela n'a aidé à sauver le Reich. Et le 30 avril, Hitler s'est suicidé. 2 jours après, la capitale allemande est tombée. Les symboles du nazisme ont été détruits. La force qui menaçait de conquérir tout le continent a été défaite. La guerre en Europe a pris fin. Bonjour Monsieur Husson, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors on parle depuis ce matin de ces célébrations à Moscou pour célébrer le 9 mai. Justement, que représente le 9 mai pour les Russes ? Mais je crois que c'est un jour fondamental pour les Russes puisque la Russie et les peuples de l'ancienne Union soviétique ont payé le plus lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale, 27 millions de morts,
causée par la brutalité de la guerre qui avait été lancée par l'Allemagne nazie, 13 millions de soldats, 14 millions de civils. Et puis, vu d'Europe de l'Ouest, on l'oublie trop souvent, c'est l'armée rouge qui a libéré l'Europe du nazisme en subissant le gros de l'attaque militaire et en écrasant ce qui était en 1941 la plus terrible armée du monde, à savoir l'armée nazie. Donc je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental et on ne peut que regretter que l'Europe de l'Ouest sous-estime la contribution russe et soviétique de l'époque à la victoire militaire contre le nazisme. En quoi justement l'Europe de l'Ouest sous-estime l'impact qu'a eu l'armée rouge dans la victoire finale? Je me rappelle une discussion avec un vétéran de l'armée rouge, un officier soviétique russe qui m'avait dit c'est intéressant votre débarquement en Normandie. Finalement, c'est une bataille vue de l'Est, une petite bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois qu'il y a chaque année, au mois de juin, une exagération dans l'importance du front occidental, alors que l'essentiel se passait à l'Est. Je rappelle simplement un chiffre. Dans la dernière bataille, la bataille de Berlin, l'armée rouge a encore perdu 300 000 morts. C'est absolument considérable et ça montre d'une part la brutalité avec laquelle l'armée allemande a combattu et d'autre part l'effort qu'il a fallu faire, le sacrifice qu'il a fallu faire. Et d'ailleurs un des grands déficits de la réconciliation européenne, c'est l'absence de gestes après la réunification de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, comme il y en avait eu vis-à-vis de la France et de la Pologne. Vous évoquiez tout à l'heure le rôle de l'armée rouge dans la libération de toute cette Europe de l'Est. Vous évoquiez à l'instant cette bataille de Berlin. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler le contexte de cette bataille de Berlin? Dans quel contexte elle a eu lieu? Combien de temps elle a duré? La dernière offensive, donc je rappelle effectivement pour tout le monde les dates, l'offensive allemande contre l'Union soviétique commence en juin 1941. Il y a un tournant après la bataille de Stalingrad au début de l'année 1943, mais ensuite il faut encore plus de 2 ans pour que l'armée rouge réussisse à reconquérir les territoires occupés et ensuite aille jusqu'à Berlin pour libérer l'Europe. Et donc cette dernière bataille, elle a commencé environ 6 semaines avant la capitulation et elle a été absolument terrible parce que les soldats allemands, alors même qu'ils étaient en recul et qu'ils avaient peur effectivement des représailles de l'armée rouge, ont combattu pied à pied. C'était une question aussi pour Staline, évidemment, de conquérir Berlin. Il y avait une question de prestige du point de vue de l'armée rouge. Et tout à l'heure, j'évoquais la date du 9 mai pour ces célébrations, alors qu'en France ou ailleurs en Europe, on a plutôt tendance à fêter la victoire le 8. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler le contexte de la signature de l'acte de capitulation à Berlin ? Si vous voulez, déjà à l'époque, il est certain que les alliés occidentaux et soviétiques se regardaient en chien de faïence. Ce n'était pas encore la guerre froide, mais il y avait de la méfiance mutuelle. Et il n'y a pas eu effectivement d'acte de capitulation unique, d'où ce décalage horaire entre ce qui s'est passé le 8 mai sur le territoire français et ce qui s'est passé le 9 mai pour la capitulation du côté soviétique. Merci beaucoup Édouard Husson d'avoir été avec nous ce matin sur les antennes d'RT France. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Le ministre de la Défense, général d'armée Sergueï Shoïgou, vient de passer en revue les troupes. Il se dirige vers la tribune centrale pour annoncer au président de la Fédération de Russie, commandant suprême des armées, Vladimir Poutine, que les unités sont prêtes à défiler.
Camarade commandant en chef des forces commandant suprême des forces armées, pour le défilé de célébration de la grande victoire de la grande guerre pour la patrie sont prêts. Le ministre de la Défense, général d'armée Shoigu. Chers citoyens de la Russie, chers anciens combattants, chers invités, camarades soldats et matelots, sergents, lieutenants et enseignes, camarades officiers, généraux et amiraux. Je vous félicite avec le 70e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre pour la patrie. Aujourd'hui, en célébrant cette date sacrée, nous sommes conscients du caractère grandiose de la victoire sur le nazisme. Nous sommes fiers que ce sont précisément nos pères et nos grands-pères ont su terrasser et détruire cette force noire. L'aventure hitlérienne a été une terrible leçon pour toute la communauté mondiale. En cette époque, dans les années 1930, l'Europe éclairée n'a pas su distinguer aussitôt la terrible menace que représentait l'idéologie nazie. Et maintenant, 70 ans plus tard, l'histoire interpelle une nouvelle fois notre raison, notre vigilance. Les idées de supériorité, d'exclusivité raciale ont conduit à la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité, dans laquelle ont participé plus de 80% de la population du globe terrestre. Beaucoup d'États ont été asservis et occupés. L'Union soviétique a supporté les coups les plus terribles de l'ennemi. Les groupements d'élite des nazis ont été consacrés sur le front de l'Union soviétique. C'est là qu'ont eu lieu les plus grands combats, les batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale. Il est logique que c'est précisément l'armée rouge qui, grâce à l'assaut de Berlin, a mis un point final dans la victoire sur l'Allemagne hitlérienne. Pour la liberté de sa terre natale, a combattu un peuple multiethnique. Tout le monde a supporté le lourd fardeau de la guerre. Et tous ensemble ont accompli cet exploit qui consistait à sauver la patrie, qui ont décidé de l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qui ont libéré du nazisme le peuple d'Europe. Et où qu'ils se trouvent maintenant, les anciens combattants de la Grande Guerre pour la patrie doivent bien savoir qu'ici en Russie, nous honorons, nous vénérons leur courage, leur fidélité à la fraternité d'armes. Chers amis, la grande victoire restera à jamais un des sommets dans l'histoire de notre pays. Mais nous nous souvenons de nos alliés de la coalition anti-hitlérienne. Nous sommes reconnaissants au peuple de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis pour leur contribution, leur apport à la victoire. Nous sommes reconnaissants envers les antifascistes de différents pays qui ont combattu dans les équipes de partisans en clandestinité, y compris en Allemagne elle-même. Nous nous souvenons de la rencontre historique des Alliés sur l'Elbe, cette confiance, cette unité d'armes qui appartiennent à notre patrimoine commun. Cette communion de peuples pour la paix et la stabilité. Ce sont précisément ces valeurs qui sont devenues fondamentales pour l'organisation du monde de l'après-guerre. On a créé l'Organisation des Nations Unies. Le système du droit international a vu le jour. Ces institutions ont montré leur efficacité dans la réalité pour la solution de litiges et de conflits.
Mais au cours de ces 10 dernières années, on commence à ignorer de plus en plus les principes de base de la coopération internationale, ces principes qui ont été en quelque sorte adoptés, soufferts par l'humanité après les épreuves terribles de la guerre. Il y a eu des tentatives pour créer un monde unipolaire. Il y a une conscience de bloc militaire qui commence à prendre place. Et notre tâche commune doit créer un système de sécurité égal pour tout le système, un système qui correspond aux menaces, aux défis actuels, bâtis sur une base régionale en dehors de blocs. C'est là la condition, à cette condition que nous pourrons assurer la paix et la calme sur la planète. Nous saluons aujourd'hui tous nos invités étrangers et nous exprimons notre reconnaissance particulière aux représentants des pays qui ont combattu avec le nazisme et le militarisme japonais. Avec les militaires russes, la place rouge vont défiler les pelotons de défilé de 10 autres États. Ce sont les représentants d'Azerbaïdjan, d'Arménie, de Biélorussie, de Kirghizie, du Kazakhstan, du Tadjikistan. Leurs pères, leurs grands-pères ont combattu côte à côte, au front et aux arrières. Ce sont aussi les délégués de l'Échine populaire qui, comme l'Union soviétique, a perdu dans cette guerre des millions de ses habitants. Et où se trouvait la lutte principale de la lutte contre le militarisme en Asie. On combattu avec courage le nazisme et les guerriers de l'Inde. La résistance a été apportée par les Serbes. Et pendant toute la guerre, notre pays a été soutenu activement par la Mongolie. Et aujourd'hui, dans cette formation de défilé, déjà des enfants, des petits-enfants de cette génération, des anciens combattants, parce que c'est notre fête commune, parce que la Grande Guerre pour la patrie, c'était la bataille engagée pour l'avenir de toute l'humanité. Nos pères et nos grands-pères ont connu des souffrances immenses, des pertes. Ils ont travaillé jusqu'à l'usure, qui se sont dévoués complètement, qui ont monté fait preuve de noblesse et de véritable patriotisme. Nous vénérons la mémoire de tous ceux qui ont défendu chaque rue, chaque maison, chaque frontière de sa patrie. Ceux qui sont morts devant Moscou et devant Stalingrad, à l'arc de Kursk et sur le Dnieper. Ceux qui sont morts de faim et de froid dans Leningrad, jamais prise par l'ennemi. Ceux qui ont été torturés à mort dans les camps de concentration, dans les camps de prisonniers en occupation. Nous vénérons la mémoire des fils, des filles, des pères et des mères, des grands-pères, des maris, des époux, des femmes, des frères et des sœurs, des camarades de régiment, des parents et des amis. Tous ceux qui ne sont pas retournés après la guerre, tous ceux qui ne sont pas parmi nous. Je vous invite à observer une minute de silence. Chers anciens combattants, chers vétérans, vous êtes les principaux héros de cette fête de la victoire. Votre exploit était déterminant pour la vie paisible et digne de nombreuses générations à qui il a permis d'avancer, d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vos enfants, vos petits-enfants
sont fiers de tenir cette hauteur victorieuse, qui œuvrent pour le présent et l'avenir de leur pays, qui servent leur patrie, qui relèvent les défis des temps modernes, qui garantissent la puissance et la prospérité de notre patrie, de notre Russie. Vive le peuple vainqueur! Je le félicite avec la fête de la grande victoire. Hurrah! К торжественному маршу! А батальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо! Остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш! Торжественное шествие войск возглавляет командующий военным парадом генерал-полковник Олег Салюков. Le colonel général Oleg Salukov, en vertu de la tradition, tous les défilés sur la place rouge sont inaugurés par les tambours de l'école de musique militaire de Moscou. Les jeunes musiciens donnent le rythme, le tempo au défilé des pelotons du défilé. L'unité est commandée par le directeur de l'école, artiste émérite de Russie, colonel Alexandre Gerasimov. De nombreux musiciens célèbres, artistes, ont été formés dans cette école de musique militaire. Devant les tribunes défilent les porte-drapeaux portant le drapeau de la victoire, le drapeau national et le drapeau des forces armées de la Russie. La partie historique s'ouvre par les porte-drapeaux portant avec les étendards des 10 fronts qui combattaient au cours de la dernière étape de la Grande Guerre pour la patrie. Les militaires portent les 45 drapeaux de combat
Des unités qui se sont distinguées et des formations les plus illustres. Et voici l'unité des forces armées de la République d'Azerbaïdjan qui fait son apparition sur la place rouge avec en tête le commandant Mehdi Miralam Ogli Makhmoudov. La place rouge accueille l'unité du régiment autonome des gardes de la République d'Arménie, avec en tête le colonel Ashot Akobian. Et voici l'unité de la 5e brigade spéciale faisant corps des forces armées biélorusses. L'unité est commandée par le colonel Alexandre Raulia. La place rouge accueille les élèves officiers de l'Institut des forces terrestres de la République de Kazakhstan, avec en tête le lieutenant-colonel Jassolan Jamanbayev. Devant les tribunes, l'unité de la garde nationale de la République de Kirghizistan. Elle est commandée par le colonel de la garde Daniyar Isakov. La place rouge accueille l'unité de l'Institut militaire auprès du ministère de la Défense de la République de Tadjikistan. À sa tête, le colonel Ilkom Maksumov. L'armée de l'Inde est représentée aujourd'hui par les militaires de l'un de ses régiments les plus anciens, les Grenadiers. Ils sont commandés par le capitaine Vikash Kumar. Devant les tribunes, une unité du régiment des gardes d'honneur au sein des forces armées de la Mongolie. Elle est commandée par le colonel Lovin Badbold. Une unité d'élite des forces armées de la République de Serbie fait son apparition sur la place rouge. À sa tête, le commandant du bataillon de la garde, lieutenant-colonel Vladimir Vukailovitch. Devant les tribunes, les gardes d'honneur de l'armée populaire de la libération de la République populaire de Chine. Ils représentent 3 armées, forces terrestres, forces aériennes et forces navales. Et voici les